j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est une grande FAQ sur mon métier de fripière. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram et vous aviez eu de très bonnes idées. Donc c'est parti, je réponds à toutes vos questions sans tabou. On parle argent, on parle où je me fournis, blablabli, blablabla. Je vous laisse découvrir tout ça. On m'a demandé quel était mon parcours pro pour en arriver là aujourd'hui. C'est assez simple. En fait, à la base des bases, je voulais intégrer une école de journalisme à Tours. Sauf que il prenait, je crois, à partir de bac+2. Donc ma conseillère d'orientation qui m'a bien orientée, et oui, serve à quelque chose, m'avait conseillé de faire un BTS en communication. Du coup, j'ai fait un BTS communication à Angers, donc en 2 ans. C'était une école publique, donc il y avait genre 30 places pour, je sais pas, genre 700, 800 demandes, je crois. J'ai été prise, donc j'ai fait mon BTS, c'était trop bien. Il y avait 2 stages au cours des 2 ans. Donc j'ai fait mon premier stage au musée de la mode et du textile à Cholet, c'était trop génial. Ma maître de stage était trop gentille et j'ai fait plein de trucs. Bon, j'ai fait aussi des choses qui avaient rien à voir avec la com, mais c'était plutôt sympatoche. Et le deuxième stage, je l'ai fait dans une agence de com où là, ça m'a plus plu parce que du coup, je faisais vraiment le travail que j'étais censée faire. J'avais pas envie de m'arrêter à un BTS, donc j'ai fait une licence professionnelle, donc en alternance. C'était une licence web marketing, e-commerce et marketing numérique, enfin un truc du genre. Je vous avoue, la licence, j'ai rien appris en cours en tout cas. Par contre, l'alternance, c'était vraiment trop bien parce que du coup, j'étais considérée comme une vraie salariée, donc en fait, j'ai appris super vite. Donc ça, c'était chouette. Et après mon alternance, je suis restée dans cette entreprise-là 2 ans. Je suis partie pour aller dans une autre agence de com, toujours à Nantes. Je suis restée 2 ans et je suis encore partie. Je me suis rendu compte que le format agence, en fait, me plaisait pas du tout parce qu'en fait, le contact avec les clients était compliqué. Dans un sens, je pense que, en fait, on m'a toujours fait croire que j'étais pas à l'aise à l'oral et on voulait me faire croire que j'avais pas confiance en moi alors que c'était archi faux. Aujourd'hui, j'appelle des gens qui sont responsables en direction d'hôtels 5 étoiles pour échanger sur des projets. J'échange avec Tinder France, avec Hotly. Donc, je crois que je n'ai pas de soucis pour parler à l'oral, hein. Messieurs, je dis bien messieurs parce que c'est toujours des hommes qui m'ont fait croire que j'étais pas à l'aise avec moi-même et à l'aise à l'oral parce que bien sûr quand tu échanges avec des mecs qui ont 60 balais et qui pensent qu'une entreprise peut être gérée que par un homme blanc, bah ouais, c'est sûr que c'est compliqué, mais je m'éloigne quand même beaucoup de la question. Donc bref, à la base j'ai un parcours professionnel dans la communication et le web marketing. J'étais surtout spécialisée en référencement naturel, mais en fait je me suis spécialisée un peu malgré moi là-dedans parce qu'à la base je voulais faire du community management. Mais bon, bref, c'est pas grave, maintenant je sais faire plein de choses. Dans la dernière agence où j'étais, je faisais aussi des formations. On me confie des formations alors qu'apparemment je suis pas à l'aise à l'oral. Mais bon, bref, ça m'a énormément servi en fait pour moi me lancer parce que du coup, je connais tout l'éventail, je sais faire toutes les choses en rapport avec le commerce en ligne. Donc j'ai fait moi-même mon site, je gère moi-même mes réseaux, j'ai rédigé tous mes contenus parce que je suis aussi rédactrice de contenu à la base dans mon métier. Franchement, en fait, j'avais toutes les clés pour avoir un site propre qui marche, qui vend, avoir les bonnes clés sur les réseaux sociaux, etc. Donc, franchement, si vous voulez lancer un business en ligne, moi je vous conseille de vous orienter vers la com, la publicité, le marketing. Je pense que c'est une bonne idée selon moi. Je continue encore un peu le web marketing à côté. J'aimerais bien trouver 1 ou 2 clients en web marketing en freelance pour compenser les moments où la boutique ça marche un peu moins. Écoutez, pour l'instant j'ai pas pris le temps de démarcher, mais j'ai créé mon site internet. Je tiens toujours sinon mon blog que j'ai depuis environ 10 ans. Enfin même plus parce que je l'ai commencé, j'avais 15 ans et j'en ai 27 aujourd'hui. J'ai ce blog là où j'écris et avant je publiais un article par jour. Là, j'essaye d'en poster au moins 1 ou 2 tous les mois pour continuer à faire du trafic dessus. De temps en temps, j'arrive à vendre des articles. Donc ça, c'est cool. J'aimerais bien développer ça aussi. C'est pas évident de tout faire. Heureusement que je suis assez bien organisée à côté de la boutique puisque c'est un peu dans la continuité de mon parcours pro. J'ai du coup un blog. J'ai également cette chaîne YouTube et un compte Instagram de créatrice de contenu, on va dire. J'adore ça et c'est un peu mon objectif de 2025 du coup de développer cette chaîne-là, de développer mon Instagram, sauf que mon Insta est shadowban, donc c'est un peu compliqué pour que mon contenu soit vu auprès de gens qui me suivent pas, mais en même temps j'ai ce compte Insta pareil depuis que j'ai genre 15 ans, donc bref, je vais passer outre tout ça en espérant déjouer l'algorithme d'Instagram. Voilà, sur mon parcours professionnel, on m'a demandé comment je fixe mes prix pour que ce soit
juste pour moi et juste pour vous. En fait, je me dis quel prix je serais prête à payer moi personnellement pour cet article et je fixe un peu le prix en fonction de ça dans un premier temps. Ensuite, je prends bien sûr en compte le coût de revient de l'article et par exemple, si ça va être un vêtement, je vais regarder son originalité, si c'est une pièce rare ou pas, ou c'est des trucs qu'on trouve assez facilement, quelle est la marque, quelle est la matière. Par exemple, ces petits pulls-là, c'est des pulls un peu basiques, mais en soi, c'est un peu dur à trouver et c'est des pulls 100% soie. Donc ceux-là, je les ai mis à 25 €. Donc en soi, ça reste quand même complètement abordable pour un pull en soie, je trouve. Autre exemple, cette veste à fleurs qui est très originale, un peu bombers et tout. Et celle-ci, je l'ai mis à 35 €. Vous voyez, c'est pas si cher que ça, je trouve. Et moi, personnellement, je trouve que 35 € pour une veste, c'est assez raisonnable. Par exemple, moi, les vestes, je vais les mettre entre 29 et 45 en général. Par exemple, là, j'ai une grosse veste en jean. Bah, celle-ci, je l'ai mise à 40. Et pourtant, vous voyez, elle est un peu spécifique parce que elle a des broderies et un col côtelé. Je trouve que ça reste raisonnable. Enfin, moi, 40 €, je peux mettre dans ce prix-là. Par exemple, ce blazer à sequins, je l'ai mis à 40 €. Et un blazer, en général, ça sert plutôt aux alentours de 25-30 €. Il y a plein de petits paramètres que je prends en compte. Par exemple aussi, si le vêtement est récent ou pas. Moi, je vends très peu de choses récentes. Je vends pas du tout de fast fashion, mais ça m'arrive de vendre des trucs des années 2000 ou des marques un peu plus haut de gamme ou luxe. Par exemple, là, j'ai un blazer comme des garçons, donc, qui est une marque de luxe très chère. Et là, je la vends 320 € parce qu'en fait, c'est des pièces qui valent genre 1000 €. Donc, en soi, c'est aussi une façon d'avoir du luxe accessible. Après, pour ce qui est de mes créations, par exemple, je vends des petites bougies comme ça dans des pots. En fait, je pense que je les vends vraiment pas cher parce que là, par exemple, c'est 15 €. Donc, je prends en compte de si le pot, je l'ai payé un peu cher. J'ai fait des calculs en fonction de la cire que ça me prend, s'il y a des petites fleurs séchées ou s'il y a rien dedans, s'il y a du parfum ou pas. Et en gros, c'est des petits calculs que je fais pour fixer les prix des bougies. Quand c'est des bougies moulées, là, c'est un peu différent. Je prends en compte le coût du moule, si c'est un moule qui m'a coûté super cher, combien je mets de cire dedans, s'il y a de la couleur, s'il y a du parfum également. Et enfin, pour ce qui est des bijoux, c'est un peu dur à évaluer parce que il y a tellement de prix différents pour les bijoux. Mais de manière générale, je me fixe un peu quand même sur la concurrence. Je regarde à combien les gens vendent leurs bijoux qui sont similaires, par exemple un collier, un bracelet, etc. Et je me fixe un peu sur ça. Soit je mets un peu plus cher en fonction des perles que j'utilise, soit un peu moins cher, soit pareil. C'est une bonne façon de fixer des prix. Je sais que par exemple, vu que je vends beaucoup sur Etsy, pour les bougies, c'est très pratique parce qu'en fait, il y a des gens qui font des trucs similaires. Je regarde et j'essaie de pas mettre plus cher. Bon, après, des fois, je peux vraiment pas parce que c'est des gens qui sont pas déclarés et du coup, ils peuvent se permettre de vendre moins cher. J'espère que ça a répondu à ta question. Par exemple, mes bougies, il y en a beaucoup où j'ai baissé les prix. Par exemple, mes bougies Nike, j'ai rentabilisé les moules depuis longtemps et qui me prennent moins de temps à faire et tout, etc. parce que j'ai l'habitude de les démouler. Bah, je les ai baissés un peu. Et pareil, ça, c'est un truc que je prends en compte dans le tarif de mes bougies, c'est est-ce qu'elles sont dures à démouler ou pas, parce qu'il y en a des fois j'en casse 4 ou 5 avant d'en faire une. Alors comment je vois l'avenir étant donné que les vêtements vintage se raréfient? Une question à laquelle j'avais déjà répondu un petit peu rapidement dans un réel, parce que j'avais fait une FAQ aussi sur Instagram. Je disais que en soi on n'aura pas trop le choix de s'adapter. Vu que ça se raréfie, je pense que je serai de plus en plus obligée de passer par des grossistes, ce que je fais déjà un peu plus depuis que j'ai la boutique, parce qu'en fait j'ai pas le choix d'avoir tout le temps du stock pour que quand les gens viennent, la boutique soit quand même un petit peu remplie. Je pense que ce qui va se passer, c'est juste qu'on aura des sélections moins larges, mais peut-être plus pointues. Forcément, je pense que vu que le vintage va être de plus en plus rare, c'est possible que les prix augmentent aussi, autant nous en tant que pro à l'achat et pour vous les consommateurs à la revente. Moi, ce que je me dis, je vendrais peut-être moins de vêtements, mais des choses plus quali parce que du coup elles seront plus rares à trouver. J'aurai moins de pièces, elles seront un peu plus chères, ça équilibrera peut-être la quantité. Il y a quand même beaucoup de vêtements encore sur cette terre qui ne sont pas utilisés. Le truc c'est que vu que je veux pas vendre de la fast fashion, forcément c'est un peu plus compliqué, mais il y en a vraiment plein partout. De toute façon, Fripp ça existe depuis des années. Il y a quand même vraiment une grosse tendance là-dessus récemment depuis quelques années. Vu que ça va devenir dur, il y a des gens qui vont arrêter de faire ça et ceux qui sont vraiment passionnés vont continuer et eux pourront récupérer les stocks des autres qui n'achètent plus. Donc je me
rassure un petit peu comme ça, on va dire. En vrai, ça me fait pas trop peur parce que là, j'ai les bougies. Donc, en soi, quand je vends pas beaucoup de vêtements, je peux avoir les bougies qui rattrapent ou les bijoux que je fais. Enfin, je me dis peut-être qu'un jour, je ferai ma propre collection de vêtements et du coup, bah, ça contrebalancera le fait que je me vends moins de vêtements vintage. De toute façon, je suis un peu à vivre au jour le jour. Donc, alors, qu'est-ce que je vends le plus ? On va dire que ça dépend un peu de où je suis. Par exemple, de manière générale, si je fais boutique et site, plateforme de revente et tout confondu, ce que je vends le plus, ça va être les bougies. Ça va être les bougies parce que du coup, vu que c'est personnalisable, qu'il y a un peu de tous les prix et que j'en vends sur Etsy, à des pros, en boutique, etc., c'est ce que je vends le plus aujourd'hui. Par contre, en boutique physique, ici, la boutique à Cholet, ce que je vends le plus, c'est des vêtements. Je pense que les bougies, vu que c'est des achats cadeaux, plus j'en vends un peu moins parce que bah la balance des gens qui achètent pour le plaisir et qui viennent pour un cadeau, forcément elle est moins importante que en ligne. Mais j'ai quand même des gens quand ils viennent à la boutique se disent ah super, ça fait des super idées cadeaux et ils reviennent plus tard acheter des bougies, des bijoux. Par contre, en événement, vu que je fais très peu, voire pas d'événements de création, j'en fais plus parce qu'en fait les centres sont super chers et vu que mes créations sont pas très chères, c'est pas très rentable. Donc par contre, quand je suis en événement physique avec les vêtements, bah là ça vend bien. Si c'est des bons événements bien organisés et tout, ça peut bien vendre. Un mois où je vais pas faire d'événements physiques, ce que je vais vendre le plus, il y a de fortes chances que ce soit les bougies. Mais un mois où je fais un événement physique en dehors de la boutique, bah ça va être sûr et certain que ça va être les vêtements que je vais plus le vendre. Enfin en fait, vu que sur le site il y a pas tous les vêtements, que je vends vachement moins sur plein de plateformes qu'avant parce que avant d'avoir la boutique, genre j'étais sur Depop, sur Imparfait, sur Vinted, sur plein de trucs pour vendre en ligne et là aujourd'hui que mon Vinted qui est à jour parce que bah c'est le plus simple à mettre à jour et le plus rapide et c'est quand même là où il y a la plus grosse communauté d'acheteurs et Vestiaire Collective pour vendre les pièces un peu plus luxe mais en fait ils prennent tellement une grosse commission que des fois c'est pas hyper rentable. Au moins je vends des pièces que forcément les gens qui viennent là en boutique cherchent pas forcément. Top 1 c'est les bougies, ensuite les vêtements et ensuite les bijoux. Mais ça dépend aussi de la saisonnalité parce que en fait en hiver, genre jusqu'à là, maintenant je vends pas mal de bougies. Après il y en a quand même qu'on achète en été parce que ça fait toujours un cadeau à offrir tout au long de l'année. Sinon par exemple l'été je vais vendre plein de bracelets personnalisés, genre les petits bracelets en perles que je fais là. Ces bracelets là, je vais en vendre pas mal l'été. Ça dépend aussi de ce que je vais mettre en avant sur le moment sur les réseaux. Pas le précédent Noël mais celui d'avant. J'ai une youtubeuse qui a fait une vidéo sur les mystery box et là j'en ai vendu plein au point où j'avais plus de vêtements en stock donc heureusement que j'avais pas encore la boutique. Enfin comme quoi en fait c'est un peu aléatoire je dirais. Vous m'avez demandé comment ça fonctionnait les boutiques revendeuses. Pour les boutiques revendeuses il y a deux modes de fonctionnement. 3, le dépôt-vente. Ça marche comme le dépôt-vente classique où vous pouvez déposer des vêtements. En fait, tu déposes tes créations et la boutique prend un pourcentage sur les ventes. Généralement, les boutiques, elles prennent 30%. Et sinon, il y a un autre mode de fonctionnement, c'est de vendre direct tes créations à la boutique. Mais là, pareil, en fait, t'es obligé de vendre moins cher parce qu'il faut bien que la boutique se fasse une marge. Et généralement, on vend aux boutiques de créateurs moins 40 ou moins 50% les créations. Moi, je me suis basée sur moins 40 et suivant les quantités, ça peut être dégressif, mais c'est moins 40 avec un minimum de commandes quand même. Je sais que sur Faire, j'ai mis minimum 100 €, mais quand je passe en direct, je demande plutôt minimum 150 €. Comme ça, au moins, même si je brade beaucoup mes créations, au moins, je sais que j'ai une grosse rentrée d'argent d'un coup, on va dire. Après, il y a encore une autre façon de faire, c'est qu'il y a des boutiques qui demandent en plus des 30% un loyer. Donc c'est un peu zinzin. Moi, j'ai jamais fait ça parce que vu que déjà mes créations sont pas chères, si on prend 30% dessus, plus un loyer, plus 25% d'URSSAF, ben autant dire que c'est comme si je donnais mes créations. Donc ça n'a strictement aucun sens. Avant, je travaillais en dépôt-vente, mais en fait, j'ai travaillé avec 3 boutiques, je crois. Et j'ai eu des soucis à chaque fois. J'ai arrêté là en 2025. J'ai récupéré toutes mes créations, la plupart dans des très mauvais états et du coup j'ai pas pu revendre. Donc j'ai fait un système de bougies second choix que je vends à très très bas prix pour juste pas jeter quoi. Et du coup c'est dommage parce que chaque fois ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé. Parce que faut tomber sur quelqu'un qui gère très bien et qui est très organisé. C'est
c'est pas le cas de tout le monde. J'ai arrêté de travailler comme ça. Les seules façons que je travaille maintenant, c'est en vendant directement le stock. Et j'ai l'impression que du coup, les boutiques, elles font un peu plus gaffe aux créations, vu qu'en fait, elles les ont payées. Alors qu'en dépôt-vente, pas du tout le cas. Enfin, on a déjà mis mes bougies en plein soleil. Je suis pas vraiment perdante en ayant arrêté le dépôt-vente. Ces boutiques-là me rapportaient vraiment pas beaucoup par mois. En fait, généralement, au tout début, ça rapporte un peu. Genre entre 100 et 300 euros sur le mois parce que c'est nouveau, donc les gens achètent. Et après, en fait, si la boutique ne tient pas vraiment le truc, ne te dit pas ah ouais, il y a plus de stock sur ça, ou ah, ça serait bien de m'envoyer des nouveautés. Ils ont tout le temps les mêmes produits. Forcément, ça se vend moins parce qu'il n'y a pas de nouveautés. Sur les dernières boutiques, vous voyez, je gagnais 20 balles par mois, 15 euros par mois. Donc bon, ça n'a pas trop de sens. Je préférais récupérer mes affaires et les vendre moi, soit en ligne, soit en boutique. Et je trouve que dans un sens, c'est pas plus mal. Comme ça permet au moins de vraiment soutenir les créateurs en leur payant leur création directement. Voilà, par exemple, à la boutique, j'ai le travail de 3 illustratrices. Bah, les 3, en fait, j'ai acheté direct le stock. Voilà. Petit bracelet personnalisé. Concernant les boutiques revendeuses, je viens de me rappeler d'une anecdote comme quoi tout le monde n'est pas honnête dans ce milieu-là. En gros, là, c'était une boutique qui m'avait acheté du stock directement. Donc, bon, la malhonnêteté n'est pas liée au dépôt-vente. Elle m'avait commandé plusieurs bougies, dont ce modèle-là. Genre, 2-3 mois après, elle m'écrit un message pour me dire je suis désolée, j'avais pas le temps de le lire avant, mais ce modèle-là, toutes les bougies sont arrivées cassées. Donc, il y en avait 5. Sachant que c'était le modèle le plus cher qu'elle m'avait acheté. Il me semble que je les vends en 21, donc elle les a achetés 11 euros, peut-être 10 euros la bougie. Sur la plateforme sur laquelle je vends, en gros, il faut que l'acheteur le signale quand il reçoit le colis, où il a 14 jours le délai légal, quoi. Et là, c'était largement dépassé. Donc je regarde comment faire, et en gros, il y a moyen de s'arranger directement ou d'écrire à la plateforme pour qu'il gère le souci. Et du coup, je dis à la nana, je fais écoutez, pas de souci, on peut régler ça en direct, ça sera plus simple vu que vous avez dépassé le délai pour faire un remboursement via la plateforme. Et après, je réfléchis un peu, je lui dis est-ce que vous pouvez juste m'envoyer une photo des 5 bougies cassées à côté, puis moi, vous m'envoyez votre RIB et je vous fais un virement, enfin je vous rembourse, y a pas de problème. Mais si c'est lié au transport, c'est pas grave, je prends en charge. Elle m'a jamais répondu. Je me suis dit c'est bizarre quand même parce que ça fait quand même genre 50 balles, donc bon, bizarre. C'est pas... Tenez-vous bien, hein. Je suis la boutique sur Instagram et genre quelques jours après ces messages, je vois qu'elle poste mes bougies en boutique, pas cassées. Et elle a une étagère braderie, je crois, et il y en avait une en effet qui était cassée, qu'elle avait mis à plus cher que ce qu'elle m'avait acheté quand même, hein. Les autres en très bon état sur ses tables. Du coup, je me suis dit, en fait, c'est du foutage de gueule. J'ai pas reparlé à cette boutique et depuis, j'ai pas eu d'autres commandes puisque de toute façon, j'avais liké cette dite story pour qu'elle voit que, en fait, j'ai bien cramé ton truc, en fait. Du coup, c'est complètement débile. Je trouve ça hyper malsain, hyper malhonnête, hyper mauvais de faire ça. Parce que t'es une boutique qui vend que des trucs de créateurs. Donc, faire ça des petits créateurs, enfin, je trouve ça dégueulasse. Bon, on m'a demandé si j'avais une anecdote marrante qui s'était passée à la boutique. Malheureusement, c'est pas du tout marrant. En fait, la boutique est dans une zone artisanale, donc généralement, il y a toujours un peu de monde. Je partage le local avec mon frère, donc souvent, il y a un des gars du bureau qu'elle a également. Et là, comme par hasard, il y avait personne. C'était une semaine calme, je pense. Et c'était vraiment tout début d'après-midi. J'ouvre à 14h, donc en gros, dès 14h, il y a un mec qui a franchi la porte et j'étais juste là. En gros, j'ai un meuble là qui est en face de la porte et du coup, j'étais un petit peu cachée. Ce mec-là, il rentre et je vois il a des vêtements dans les mains. Je me dis putain, c'est encore un gars qui veut faire du dépôt-vente. Enfin, je suis pas un dépôt-vente, quoi. Bref. Il commence à me parler et tout et il me dit oui, en fait, j'ai des vêtements à déposer et tout. Je fais mais je fais pas du dépôt-vente. Et en plus, j'ai trouvé ça bizarre à partir du moment où ça se voyait que c'était des vêtements d'enfants et des trucs qui avaient terminé un peu au hasard, vous voyez. Je lui dis non, je fais pas du dépôt-vente et tout. Et il me force un peu la main. Je lui fais mais vous êtes sûr, allez, vous voulez pas les prendre et tout, machin, vous pourriez les vendre, nanana, je reviendrai les récupérer si ça se vend pas et tout. Je lui dis non, je fais pas de dépôt-vente, quoi. Non, c'est non, quoi. Et après il commence à partir dans un délire où il me dit mais en fait je suis un peu impressionnée, je suis trop contente de vous voir parce qu'en fait, je vous suis sur vos réseaux. Pourtant, regardez, c'est une belle salopette, vous en portez des salopettes parce que j'ai déjà vu une photo de vous avec une salopette. Mais monsieur, ça va pas dire des trucs comme ça.
J'étais en mode bad total. Je me suis dit, mais en fait, comment je vais me dépatouiller de ce mec? Est-ce qu'il va réussir à partir? Et en fait, vu que j'étais un peu en train de trifouiller dans mon meuble, je faisais genre la meuf qu'on n'avait rien à carrer de lui. Il continue à me raconter qu'il me suivait sur les réseaux, qu'il était trop content de me voir et tout. Enfin, bref, c'était vraiment mais trop chelou. Enfin, j'ai badé de fou. D'ailleurs, j'avais fait une story time sur TikTok de ça, donc il y aura peut-être plus de détails. Mais vraiment, cessez de faire ça. D'ailleurs, monsieur, si vous me suivez aussi sur YouTube, ne refaites jamais ça en fait. Vous faites peur aux gens. On voit le chat. Bonjour. Je me suis dit, quoi de mieux que le lendemain d'un event pour répondre à la question comment ça fonctionne un event. Alors, je vais répondre moi en tant que friperie, mais ça marche à peu près pareil pour aussi tout ce qui est créateur, création fait main, etc. Je déballe principalement sur Nantes parce que c'est la grande ville la plus proche de chez moi, où j'ai un petit réseau et où je connais des gens qui potentiellement peuvent m'inviter aux événements. Quand je dis inviter, c'est très rarement gratuit. Généralement, les événements sur un week-end, on va dire que c'est entre 80 et 150 € le week-end. Une journée, ça peut être entre 20 et 60 €. Enfin, vraiment, c'est selon la personne qui organise, selon le lieu, si c'est un truc fréquenté, si c'est un truc connu. Et donc là, par exemple, ce week-end, j'ai fait un événement à Nantes, donc à la Cale de Créateur, qui est un endroit très sympa, et c'était organisé par Marine, qui a la friperie d'eau qui était à Nantes avant. Là, par exemple, pour cet événement-là, très simple, je connais Marine, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit je fais tel event, tel jour, telle heure, c'est tel prix, est-ce que ça t'intéresse? Moi, généralement, les events qu'elle fait, ça marche assez bien, donc je lui dis oui. Je lui règle ma place. À partir du moment où t'as payé ta place est garantie. Par exemple, c'était samedi, dimanche, donc
Donc le samedi c'était de 11h à 19h. Donc à 9h15 j'étais arrivée à Nantes pour préparer tout mon stand. Généralement ça va, je suis assez rapide parce qu'à force de faire des événements, j'ai trouvé le fonctionnement qui fonctionne le mieux pour moi. Je suis assez rodée, j'arrive à aller assez vite, surtout quand c'est des lieux où j'ai déjà fait 2-3 événements. Donc à force je connais et je sais comment m'organiser pour que je perde pas trop de temps. Après là ce qui est chiant c'est que vu que c'est un lieu sur l'île de Nantes, on peut pas laisser nos voitures. Tu veux dire quelque chose? C'est un peu chiant parce que il faut compter dans ton installation le temps où tu vas amener ta voiture au parking et revenir à pied du parking. Bon, en vrai, c'est un petit quart d'heure, mais t'es un peu en retard, c'est un peu chiant. Moi, j'étais pas en retard, donc ça allait. Et après, la journée se déroule, donc en fait, les gens viennent, payent à chaque stand. Il n'y a pas, par exemple, de caisse centralisée. Chacun s'organise comme il veut. Soit il prend que le cash, soit la carte, etc. Moi, personnellement, j'ai un TPE SumUp et là, j'en ai récupéré un d'une boutique revendeuse qui en avait besoin d'un, donc vu que je travaille plus avec cette personne, elle me l'a renvoyé. Pas besoin de mon téléphone, donc ça en event c'est très pratique, ça me permet de garder de la batterie sur mon téléphone. Là vu que c'est un lieu fermé, le samedi soir on laisse toutes nos affaires, notre stand, et le dimanche on a juste à revenir, je sais pas, 10 minutes avant que ça ouvre, en fonction de si on veut faire du réassort ou pas. Moi vu que je blinde ma voiture et que je mets tout du premier jour, je fais pas vraiment de réassort le second jour. Le dimanche soir faut retourner chercher sa voiture, on peut ramener notre voiture sur le lieu. Bon là vu qu'il pleuvait c'était un peu chiant parce que d'habitude je roule mes portants dehors et je plie tout dans ma voiture. Comme ça m'évite de porter des gros sacs très lourds de fringues. Là, il pleuvait, donc pas le choix. Je remets tout dans mes sacs et je fais le trajet. Bon, on était vraiment garé devant le lieu, donc c'est pas trop grave. J'ai une copine qui m'a aidée, donc c'était cool. Là, je trouve qu'il y avait une très bonne ambiance. Tout le monde se parlait bien, tout le monde rigolait ensemble, etc. Et à force, on connaît un peu les gens de notre milieu aussi. Et ce que je trouve cool, c'est que là, c'était une ambiance où vraiment tout le monde était copine. Genre, par exemple, avec Melissa de The Orange Sofa, que j'adore. On s'amusait à aller sur chaque stand pour créer des looks avec les articles que chacun vendait. Bon, on a fait ça au moment où il y avait le plus de monde, donc on n'a pas pu finir. Mais je veux dire, c'était pas la compétition. Alors que des fois, en event, t'en as qui vont te regarder de travers dès que tu vends un truc, qui vont venir compter le nombre de cintres vides sur ton stand. J'ai trouvé qu'on avait vraiment tous des univers différents, donc je pense que ça aidait. Après, ça m'arrive de faire des events moins gros que ça. J'ai déjà fait le marché de la fripe à Nantes, donc ça c'est organisé par une asso dont j'ai des copines dedans, donc c'est chouette et c'est tous les mercredis et samedis à Nantes. Je vous mettrai toutes les infos là. Après ça m'arrive de faire des trucs avec les mairies. Ça m'est arrivé à Batz-sur-Mer et au Croisic je crois. Donc ça c'est chouette, c'est des événements qui sont gratuits pour nous en tant qu'exposants et bon en fait c'est tellement une grosse organisation parce que c'est organisé par la mairie etc. sur des places qui sont gratuites et tout, donc ça c'est cool et du coup il y a une grosse com, donc ça c'est des événements qui sont chouettes à faire. Et moi, ça me permet d'aller dans des lieux où on me connaît pas forcément, genre Batz-sur-Mer. Moi, je trouve ça génial. Et en plus, ce qui est cool, c'est que les gens sont en vacances, donc ils vont dépenser un peu plus facilement et se ramener un petit souvenir, etc. Donc moi, j'ai jamais fait des trucs trop chers. Je crois que le plus cher que j'ai fait, c'était 160 le week-end. Vous voyez, par exemple, des trucs comme le salon du vintage, il me semble que c'est 400-500 € le week-end. Alors certes, ça brasse du monde. Moi, j'ai jamais tenté parce que c'est un gros investissement à faire. Et vu que j'ai déjà le loyer de la boutique et tout, ça peut monter très vite les charges sur un mois. Voilà pour les events. Donc, on se retrouve à mon comptoir et je laisse une petite place ici parce que vous m'avez demandé quelles ont été mes meilleures trouvailles. Je pense que je me rappelle pas tout, mais je vais vous présenter les meilleures trouvailles que j'ai faites. Bon, il y a beaucoup de luxe dans cette sélection, mais en fait c'est dur de faire des choix. Il y a des trucs, je pense que j'ai pas forcément des photos parce que généralement quand c'est des belles trouvailles ça part vite. Donc déjà il y a ce blazer Yves Saint Laurent, trop beau. Je crois que je l'avais trouvé en ligne et en gros, je l'avais vendu une première fois sur Vestiaire.co et la meuf a attendu le dernier moment pour le renvoyer et il puait. Donc je suis sûre qu'elle l'a porté à une soirée et qu'elle l'a renvoyé, donc j'étais dégoûtée. J'ai fini par le vendre, mais pas si cher que ça, genre une centaine d'euros. Donc des fois je me dis que j'aurais mieux fait de le garder parce qu'elle était quand même originale. Ensuite il y a ce blazer comme des garçons que j'ai encore en boutique, qui est une pièce encore plus chère je pense. Je l'ai mis à 320 € et elle est disponible sur mon Vestiaire Collective. Voilà, elle est
très belle. Je trouve que c'est hyper rare de trouver des marques comme ça. Donc, fou. Et c'est des vêtements qui valent plus de 1000 € pièce en fait. Donc, voilà, zinzin. Après, il y a ces escarpins Louis Vuitton qui étaient incroyables. Je les avais trouvés au même endroit où j'avais trouvé le blazer Yves Saint Laurent. Ce site n'existe plus, je suis bien triste. Pareil, je les ai vendus sur Vestiaire Collectif, je crois. Incroyable. Mais mon pied ne rentrait pas dedans. Donc, j'ai pas pu les garder. Ensuite, il y a ce corset que j'ai encore. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il faut tomber sur la bonne personne. C'est un corset en cuir avec des broderies à fleurs. Il est incroyable. Franchement, moi j'aime trop. Je rentre pas dedans parce que j'ai trop de choses ici, vous voyez. Mais trop beau. Et tout en cuir. Ensuite, il y a ce veston. J'ai vendu aussi vite que je l'ai mis en story sur Insta. Parce qu'à la base, je cherchais la veste d'ensemble à fleurs, la robe avec le veston. Franchement, j'aimais trop. Je pense que c'était une pièce fait main. Et j'ai fini par les vendre séparément. Parce qu'en fait, je pense que vu que c'était sur mesure, il y en a qui avaient essayé la robe, elle lui allait vraiment trop bien, mais elle rentrait pas dans le petit veston. Donc j'ai préféré lui vendre la robe toute seule parce que c'était trop triste qu'elle puisse pas l'acheter parce qu'elle voulait vraiment pas la petite veste. Et ensuite, il y a cet ensemble tailleur des années 70 que j'aimais trop et qui a pas été longtemps sur le site parce qu'en fait, je l'ai envoyé en gifting à une influenceuse qui a jamais parlé de moi. Donc j'étais un peu dégoûtée parce que c'était vraiment une belle pièce et en 4 ans de fripe, j'en ai jamais trouvé d'autres. Donc comme quoi c'est des pièces assez rares et je suis dégoûtée parce que c'est un truc que j'aurais pu vendre un peu cher et en fait je l'ai envoyé à quelqu'un qui s'en battait les donc bon, c'est un peu dommage. Je pense qu'en vrai, j'ai plein d'autres belles pièces que j'ai chinées au cours de ces dernières années. Il y a des trucs que j'ai gardés pour moi aussi. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo mes meilleures trouvailles de luxe seconde main, mais je pense qu'il faudrait que je fasse une deuxième édition. J'ai jamais pris le temps de le faire, mais au moins je pourrais rassembler ce que j'avais trouvé pour la boutique et mes trucs perso. Donc voilà, pour mes best trouvailles, je pense qu'il y en a plein d'autres. Je me rappelle que j'avais chiné un ensemble où c'était une jupe en laine avec un petit gilet sans manches en laine avec des petits chiens et des petites perles. Mais j'ai pas retrouvé de photos, mais il était incroyable. Tant qu'il y a des chiens, des chats, franchement, j'adore. Et vous me direz si vous voulez une édition de mon dressing personnel. Comment je sélectionne les vêtements et objets que je propose en boutique? Alors c'est une bonne question. Je vais vous y répondre pendant que je prépare une commande. Pour sélectionner donc les vêtements, je trouve que ma sélection elle s'est un peu affinée au fil du temps, puisqu'avant c'était vintage, je réfléchissais pas trop, j'avoue, et je dirais que depuis 1 an et demi, 2 ans, je sélectionne vachement plus. Déjà, on va dire que le b.a.-ba, c'est de pas prendre des vêtements tachés, abîmés, etc. Je le fais quand c'est vraiment pas cher à l'achat et que je sais que potentiellement je peux rattraper ou upcycler le truc. Sinon, si c'est des pièces un peu chères, je prends pas de risque pour pas perdre de l'argent. Après, au niveau des vêtements, je vais prioriser les belles matières. La laine, le cachemire, le coton, etc. Et surtout, des pièces originales. Ma sélection se veut originale et colorée. Donc moi j'essaie de choisir des trucs hyper colorés avec des motifs, des coupes qui changent un peu, etc. Et quand par exemple c'est des couleurs foncées, par exemple un blazer noir, je vais prioriser s'il a une coupe un peu différente, s'il a des boutons un peu fun, etc. Après, au niveau des tailles, je fais pas trop gaffe. J'essaie de prendre de tout. Genre, si je vois un truc en XXS ou un truc en 5XL, ça va pas m'empêcher de le prendre parce que j'essaie d'avoir de toutes les tailles. Malheureusement, c'est vrai que les grandes tailles, c'est dur à trouver, et les très petites aussi. Et après, pour les objets, souvent je prends des trucs parce que je sais que je peux pas les mettre chez moi parce que soit mon mec va pas aimer, soit j'ai pas la place, soit j'en ai pas besoin. Et du coup, je fais aussi, même pour les vêtements, beaucoup en fonction de mes goûts, ce que j'aime, ce que je pourrais porter, etc. Et pour la déco, j'aime bien pareil, quand c'est coloré, quand c'est original, quand c'est kitsch, etc. Après, par exemple, pour les vêtements, des fois quand c'est de la marque ou une pièce un peu luxe et tout, même si c'est un peu moins dans ma DA de base, je vais prendre quand même parce que je sais que c'est un truc que je vais pouvoir vendre à un bon prix. En fait, mon but quand je sélectionne des vêtements, c'est qu'il faut qu'il y ait une uniformité et que ça suive mon identité, ma direction artistique, ma fameuse DA. Quand les gens voient ça, ils disent « Ah, c'est Meet Me at the Corner » et c'est vraiment ça que je veux faire transparaître dans ma sélection. Et en fait, vu que les fringues vintage sont de plus en plus dures à chiner, à trouver, etc. J'ai pas le choix non plus de me concentrer sur des belles pièces et de proposer moins de trucs, mais des plus belles choses, on va dire.
On m'a posé la question comment je me sens depuis que j'ai la boutique, comment je me sens dans la boutique. Et c'est marrant parce que je me suis répondu à cette question-là il y a vraiment pas longtemps à moi-même. Et en gros, franchement, ça m'a changé la vie, ça m'a changé mon quotidien parce que avant, j'avais une pièce chez moi, mais c'était une petite pièce, genre 14-15 mètres carrés. Mais j'étais quand même chanceuse parce que j'avais quand même une pièce dédiée à mon activité. Je sais qu'il y a des gens qui font ça dans leur studio, dans leur salon et tout. Ça empiète vite sur la vie perso. Moi, j'avais la chance d'avoir une pièce dédiée à ça, même dans la maison où on habitait avant. Et là, quand on a acheté la maison, c'était un peu un truc genre fallait qu'il y ait une pièce en plus pour moi, mon atelier, pour mon activité, qui pourrait ensuite être changée éventuellement en bureau ou peut-être en chambre d'enfant, pourquoi pas. Donc bref, moi, je savais que j'allais avoir un espace dédié à ça. Par contre, c'était vite compliqué parce qu'en fait, j'avais mon bureau pour faire mes perles, mon bureau avec mon ordi, mon atelier pour les bougies, le stock de la boutique. Au milieu, j'avais un établi pour faire mes commandes. Enfin bref, c'était vite le bordel et j'avais pas beaucoup de place et j'empiétais sur le couloir avec mon stock, etc. Enfin bref, c'était compliqué. J'avais visité déjà 2 autres locales avant celui-ci. Les 2 étaient à la campagne, mais les loyers étaient chers pour l'emplacement, etc., pour la superficie. Donc j'ai pas trop donné suite. Il y en avait quand même un qui était en face de ma maison, ça aurait pu être hyper pratique, mais il y avait pas de réserve et le loyer était un peu cher, je trouvais, pour la superficie. Enfin, ça faisait 24 mètres carrés, sans réserve, enfin, un tout petit couloir derrière, enfin, c'était compliqué. Donc, j'ai pas donné suite. Et après, j'ai eu l'opportunité de ce local-là. En gros, je le partage avec mon frère qui a des bureaux de l'autre côté. Et du coup, il cherchait quelqu'un de confiance pour partager le local. Et il savait que je cherchais un local pour une boutique, enfin, que je faisais des visites, etc. Donc, il m'a proposé ici et franchement fallait se projeter parce que au début il y avait rien, il y avait des fenêtres ici, il y avait pas de passage entre les 2 espaces et tout. Donc là j'ai environ je crois 50-60 mètres carrés, j'ai 30 mètres carrés de boutique et je crois 20-25 d'atelier. Donc franchement c'est extraordinaire et j'arrive encore à ne pas avoir de place. Je pense trouver un fonctionnement qui marche bien dans mon atelier. J'ai encore quelques petits trucs à jeter, à trier pour que ça soit vraiment optimal. Là j'ai bougé des meubles il y a pas longtemps donc du coup j'ai vraiment de la place, c'est vraiment chouette. Juste quand je refais du stock et tout c'est un peu le bazar, mais vu qu'on a du stockage derrière je peux un peu empiéter sur le stockage de mon frère, ça dérange personne. Moi ça m'a carrément changé ma vie et changé mon quotidien parce que en gros quand je travaille de chez toi forcément c'est un peu dur de se motiver, de faire des trucs alors que t'es chez toi, alors que tu peux descendre regarder la télé, tu peux aller te faire 15 cafés dans la journée, etc. D'ailleurs ma consommation de café a diminué depuis que je travaille de ici parce que de chez moi je me faisais des cafés toute la journée, j'avais que ça à faire. Donc bref, ça m'a mis vraiment un rythme. Vu que là du coup j'ouvre la boutique, en fait j'ai pas le choix d'être là. Donc j'ouvre du mercredi au samedi, donc tous les après-midi, et le samedi j'ouvre à 11h et je ferme à 18h. Je sais que toute la semaine je vais être à la boutique. Il y a des fois où je viens le matin, par exemple dès 10-11h, et comme ça je peux avancer sur d'autres choses en sous-marin, je sais pas, des packaging, faire des commandes, des trucs comme ça. Et comme ça me permet d'être un peu plus chill l'après-midi. On va pas se mentir, moi je suis dans une zone artisanale, je suis pas en centre-ville, il y a pas de passage devant la boutique. Donc les gens qui viennent, c'est qu'ils savent qu'il y a ça ici, ils savent que je suis là. Et c'est un peu ce que je voulais, un truc un peu excentré qui fait plus showroom que boutique. La journée, enfin en semaine, ça m'arrive qu'il y ait personne et j'ai pas honte de le dire. Et en gros, moi, c'est pas grave parce que vu que j'ai des commandes en ligne, que j'ai des commandes de boutiques revendeuses et tout, j'ai de quoi faire. Moi, je le vis pas comme un échec les jours où j'ai peu de visites ou pas de visites parce qu'en fait, j'ai du taf. Vraiment, ça m'a permis de vraiment mieux m'organiser, d'être plus productive, de mettre plus souvent à jour le site. Et ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai une belle vitrine, on va dire. Quand j'étais de chez moi, j'avais du mal à faire des photos pour faire des drops en ligne. C'était compliqué. Du coup, je faisais pas beaucoup de stories parce que l'endroit était tout le temps en bazar, etc. Alors que là, la boutique, en fait, c'est tout le temps rangé. Je peux facilement prendre un vêtement, le mettre dans la cabine, le faire en photo. Et en fait, vu que je suis ouverte tous les jours, pratiquement, tous les jours, je fais des stories et tout. Donc, ça alimente mes réseaux et donc, du coup, je suis plus visible. Et en fait, je fais plus de ventes en ligne depuis que j'ai la boutique. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. Je suis trop contente. J'espère que ça durera encore longtemps. Moi, mon avantage, c'est que j'ai un tout petit loyer et que dans tous les cas, il y a un moment où j'aurais dû défaire l'atelier de chez moi pour le mettre quelque part. Et je pense que
là le loyer que je paye est hyper raisonnable parce qu'en fait si j'avais pris un petit bureau quelque part, j'en aurais pour le même prix que ce que je paye là. Donc c'est aussi l'avantage d'être un peu excentré, c'est que le loyer est raisonnable et surtout quand on sait toutes les charges qu'on a en tant qu'auto-entrepreneur, si on peut baisser le loyer, c'est vraiment le top du top. Donc bref, moi je suis trop heureuse. Une période un peu de creux, je dirais l'année dernière après l'ouverture au moins des grandes vacances d'été là. C'était un peu dur parce qu'en fait j'ai eu pas mal de monde à l'ouverture et après ça a été crescendo vers le bas on va dire. J'étais un peu démotivée et tout, je gagnais pas trop d'argent donc ça me motivait pas à travailler plus. C'est fou hein, mais il y a une phrase qui m'a fait un petit déclic dans la tête d'une copine qui a aussi une fripe et en fait on était à un événement et j'ai galéré à ranger mes trucs et tout et elle me dit elle fait mais on a quand même de la chance non? Et je me suis dit mais oui en fait, pourquoi je me plains alors que je fais le travail de mes rêves, je fais les horaires que je veux, si je veux pas ouvrir la boutique et rester chez moi à rien faire, je peux. Enfin en fait c'est ouf. Le seul truc négatif entre guillemets, c'est l'aspect financier. Là, je pense que depuis septembre l'année dernière, c'est assez régulier et j'arrive à peu près à m'en sortir. Je me verse pas de salaire mais en gros quand j'ai des dépenses à faire, je peux les faire. Il y a des mois où c'est un peu plus compliqué parce que par exemple, je vais avoir une rentrée d'argent mais elle va être qu'au milieu du mois. Franchement, j'ai de la chance de partager ma vie avec quelqu'un qui n'est pas radin et qui soutient mon travail et ma passion parce que sinon ça serait compliqué. Je pense que je prendrais un autre taf à côté, j'aurais juste pas le choix en fait. Hyper reconnaissante envers mon frère qui m'a donné cette opportunité et juste je me sens trop bien. En fait je me sens un peu comme chez moi et en plus je vois plus souvent mon frère donc c'est chouette. Et même ça me permet d'être vachement plus créative vu que j'ai de l'espace, que j'ai du temps etc. Enfin c'est trop bien et ça j'adore. Je suis en boutique, il y a plein de trucs où genre j'ai créé des packaging que j'avais pas forcément avant. Là par exemple j'ai fait des petits porte-clés, vous voyez j'ai fait un petit packaging et pareil j'ai fait là ma maman m'a cousu des gros chouchous donc j'ai fait des petits packaging là je les ai fait ce matin en plus genre en plus comme ça là, je trouve ça trop mime. C'est tout simple hein, c'est un petit carton et tout mais je trouve que ça change tout. Là mon objectif pour ces 2 tiers de l'année qui viennent, c'est de développer du coup ma présence sur Cholet et de faire un peu de pub et tout pour qu'il y ait plus de monde qui vienne à la boutique. J'aimerais bien faire un peu plus d'argent quand même avec la boutique. Alors quels sont mes projets à court, moyen et long terme? Commencer à court terme. Pour moi court terme c'est dans les prochains jours, les prochains mois, cette année quoi. Donc en gros, pour moi, c'est faire plus de projets avec des pros, des marques, travailler avec Tinder, avec Oatly. J'ai échangé avec d'autres marques, mais les délais étaient trop courts pour une petite entreprise comme la mienne. Mais du coup, c'est ça vraiment. En gros, si je pouvais en avoir un par mois, ça serait super. Avoir plus de boutiques revendeuse. Comme je vous disais, j'ai arrêté le dépôt-vente, mais j'aimerais bien plus de boutiques qui achètent direct le stock. Développer des nouveaux produits sur lesquels je travaille actuellement. Je vais me faire écraser. Je me fais grave juger parce que je me filme, mais je me dis c'est un bon exercice de commencer à assumer dehors où il n'y a pas grand monde. J'ai pas mal d'idées et en fait ce que je fais c'est que je me mets des objectifs par semaine. Comme ça j'essaye d'avancer et de pas faire tout en même temps. Il y a aussi développer ma chaîne YouTube, du coup Lovely February. Par exemple, surtout en postant des studio vlogs, en fait, j'ai envie que ça soit vraiment aussi un prolongement de Meet Me at the Corner et qu'en fait, on voit un peu les backstage, les dessous, etc. Plus montrer ma vie, plus en général, enfin en fait, faire des weekly vlogs de vraiment ce qui passe dans ma vie. Là, j'ai genre 5-6 vidéos d'idées d'avance, donc je suis plutôt contente. J'arrive à avoir un bon rythme, donc c'est cool. Enfin, faire plus connaître la boutique physique, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai pas trop de visites. Genre là, par exemple, entre 2 saisons, c'est compliqué. Donc j'aimerais bien qu'elle soit plus connue. Donc là, je suis en train de travailler sur des contenus pour les sponsoriser et vraiment en fait cibler Cholet. Et enfin organiser un shooting pro, c'est vraiment un truc que j'aimerais trop faire. On avait fait un l'année dernière. Et malheureusement, il y a eu un souci avec les photos de la photographe. Et du coup, en fait, elles étaient toutes floues parce que la mise au point, c'était pas fait au bon endroit. Tout était flou, donc c'était un peu con. J'étais trop déçue parce que il y avait une trop bonne DA, on avait eu des trop bonnes idées. On avait choisi des trop bons looks, donc je suis un peu déçue. Et là, je suis en train de
discuter avec une nana qui elle pose, et du coup l'idée ça serait de lui prêter des vêtements pour que elle les utilise sur ses shootings. Donc ça c'est trop cool, ça peut être plutôt sympa. En gros c'est vraiment développer ce que je fais déjà actuellement on va dire, et le faire mieux, et vraiment pousser un peu la boutique physique. J'aimerais bien aussi refaire des collabs avec des influenceuses, mais c'est vrai que c'est pas évident, et après je comprends que c'est du taf et qu'elles veulent être payées, et moi personnellement je peux pas me le permettre, donc c'est un peu chiant. Et sinon mon gros goal de 2025, ça serait de collab avec Lena Situation, mais bon, ça me paraît compliqué. Après, si vous voulez l'identifier sur tous mes contenus, surtout, n'hésitez pas. C'est quoi mes projets à moyen terme? Pour moi, moyen, c'est, on va dire, 1 an, 3 ans. Donc, à partir de genre fin d'année et partir de l'année prochaine, quoi. En vrai, je pensais au début peut-être à un autre local, plus passant, genre en centre-ville et tout. Mais pour ça, en fait, faudrait que je gagne plus d'argent parce que je vous disais dans une précédente réponse qu'en fait mon loyer est vraiment pas cher. Donc du coup ça me permet que même si je fais des petits mois, je peux m'en sortir et payer mon loyer. Il n'y a pas de souci. Je me dis peut-être dans un endroit plus passant en centre-ville, j'en sais rien. C'est une idée, mais c'est pas en projet quoi. Tant que je peux avoir ce local, je le garde. Et si par exemple un jour, je sais pas, je sais que si là on est en location, si par exemple le local est à vendre et que par exemple mon frère veut pas l'acheter ou quoi, là forcément j'aurais pas le choix de trouver autre chose, donc ça sera peut-être l'occasion. J'en sais rien pour l'instant, c'est une idée comme ça, mais c'est pas vraiment un projet on va dire. Après il y a créer ma propre collection de vêtements. C'est vrai que mon rêve de base de petite fille c'était d'être styliste. Je voulais aller au lycée de la mode à Cholet. J'avais fait une journée d'intégration. C'était trop couture, et moi ce qui me faisait kiffer c'était vraiment le dessin, dessiner des vêtements et tout. Si un jour vous voulez voir tous mes carnets de dessin, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Du coup ça serait plus créer ma propre collection. Après je pense plus commencer par des designs sur des t-shirts, des trucs comme ça. J'ai un peu commencé ce genre de trucs. Par exemple, Ronin Friperie le fait et je trouve ça trop chouette. Il collabore avec des petits illustrateurs. Moi, j'aimerais bien faire ça moi-même. À voir quoi. Ou sinon, collaborer avec des marques pour des collections capsules. Je sais pas comment ça peut être mis en place. Je sais pas quel produit, quelle marque. Mais par exemple, genre Lena Situation avec Jennifer au début de sa carrière. Genre un peu des trucs comme ça. Mais bien sûr avec des marques plus engagées et plus éco-responsables. Et je sais que par exemple, j'ai déjà parlé avec des copines qui font de la couture, de créer des collections de sacs, des trucs comme ça. Je me dis ça pourrait être chouette, mais pour l'instant, j'ai pas trop le temps de développer tout ça. Et enfin, pour long terme, à long terme pour moi c'est genre vraiment loin, genre 5-10 ans on va dire. Je me dis, moi c'est voir si le format de boutique physique me plaît toujours. J'aimerais quand même avoir des enfants d'ici 5 à 10 ans. Donc est-ce que ce rythme de genre faire des events le week-end, voir la boutique ouverte pratiquement tous les jours, est-ce que ça sera encore compatible avec cette vie-là? Peut-être revenir entièrement en ligne, j'en sais rien du tout. Ou au contraire ouvrir d'autres boutiques. En fait c'est vraiment ce qui va se passer je pense à moyen terme qui va déterminer mes projets à long terme. Le problème qui se posera je pense dans 5 à 10 ans c'est est-ce que on aura toujours facilement accès à des vêtements vintage etc. vu que déjà là depuis quelques années c'est compliqué. Donc je pense que j'aurai pas le choix de faire une sélection plus pointue, du coup plus chère. Mais bon on n'y est pas encore rendu, je pense qu'il y a encore de quoi faire, il y a tellement de fringues sur terre. En 2-3 ans, je pense qu'il y en a qui vont se lasser et qui vont faire autre chose parce que ça sera plus la tendance d'ouvrir des friperies en ligne. La plupart des gens se lancent là-dedans genre à côté de leur job et à la rigueur font ça quelques années quand ça marche bien et avec les aides de Pôle emploi, des trucs comme ça, et tant mieux pour eux. Enfin, autant en profiter quand tu cotises pour. Bon, moi malheureusement je n'ai jamais touché le chômage, donc dites-vous je suis à 100% juste sur mes revenus de Meet Me at the Corner depuis le début où j'ai quitté mon emploi, puisque je n'ai pas le droit à une rupture conventionnelle qu'on m'avait pourtant fait croire, hein. Donc bref, ne croyez jamais vos employeurs quand il n'y a pas de trace écrite ou quoi que ce soit. Je pense que Meet Me at the Corner est voué à perdurer, en tout cas je l'espère, tout ça dépendra de vous. Mais en tout cas moi je suis très heureuse dans ce que je fais et j'estime que j'ai beaucoup de chance, même si je gagne pas beaucoup d'argent, que je me verse pas de salaire. J'ai une chance inouïe de faire ce que je veux. J'espère que cette petite FAQ vous aura plu. Ah non attendez, on se quitte pas sur ça. J'ai rassemblé plusieurs petites questions
qu'on me pose assez souvent, parce qu'en fait j'avais fait cette vidéo là où j'expliquais comment j'ai ouvert ma friperie, etc. Du coup je reçois encore régulièrement des questions, donc je me suis dit que je allais toutes les regrouper pour vous y répondre. Bon là c'est plus pour ceux qui veulent faire de la fripe, etc. Mais je me dis ça peut peut-être servir à quelqu'un. Donc on se retrouve chez moi pour ces dernières petites questions. Alors c'est parti pour les petites questions qu'on me pose souvent, notamment pour les personnes qui veulent ouvrir leur propre friperie ou leur propre boutique en ligne. Quelles sont les démarches pour créer une entreprise? Alors ça, c'est le genre de questions auxquelles je réponds jamais quand on m'envoie ça par message, parce que c'est hyper flou, c'est hyper général, et en fait, moi, je peux pas t'apporter quelque chose, en fait. Je suis pas créatrice enfin, j'ai créé mon entreprise, mais en fait, je l'ai fait en suivant des tutos, en regardant des contenus sur Internet et tout, en me renseignant auprès des organismes. Donc, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous renseigner auprès de la chambre des commerces de votre région, de votre ville, de l'URSSAF, même Pôle emploi peut vous aider. Enfin, en fait, c'est vraiment utiliser ces organismes-là. En fait, ils sont aussi là pour ça, pour vous aider dans la création de votre entreprise. Donc, autant en profiter. Et puis, eux, au moins, vous donneront tous les bons conseils. Moi, je regrette de pas l'avoir fait, parce qu'il y a des choses que j'ai appris au fur et à mesure et qui, en fait, auraient pu m'être utiles. Par exemple, vous pouvez payer moins d'URSSAF, je crois, la première ou les 2 premières années. Moi, j'étais pas au courant, et croyez-moi bien que quand c'est pour faire économiser de l'argent, ils vont pas vous le dire. Donc, franchement, renseignez-vous auprès de ces organismes-là. N'hésitez pas à poser des questions aux gens qui savent répondre à ces questions. Moi, j'ai créé mon entreprise toute seule, mais il y a aussi des organismes payants qui le font à votre place. Enfin, bref, il y a plein de solutions. Prenez juste le temps de chercher. Et en fait, pour moi, si vous faites même pas la démarche de chercher comment créer votre entreprise, c'est que votre projet n'est pas assez sérieux, assez concret, vous n'êtes pas investi assez dedans pour faire les recherches vous-même. Ensuite, comment j'ai constitué mon stock au début? Bah, très simple. En fait, au début, j'ai fait avec des vêtements vintage que j'avais à moi et que je voulais vendre et que je voulais pas forcément garder. Et j'ai dû acheter quelques pièces en vide-grenier, etc. en plus pour avoir quelques pièces pour débuter. Franchement, j'avais 15 ou 20 articles sur mon site, plus quelques bougies que j'avais fabriquées pour le lancement, et c'était largement suffisant. J'ai dû faire 3-4 commandes le premier jour de gens qui me connaissaient ou qui me suivaient sur Lovely February. En fait, si vous proposez des belles pièces de qualité, si vous avez déjà une bonne identité dès le début, en fait, le reste suivra, et vous n'avez pas besoin de 10 000 euros à investir, 10 000 euros de fringues, de stock et tout pour commencer. Franchement, c'est vraiment peu utile. Moi, je vous conseille de commencer avec un minimum. Comme ça, au moins, vous investissez pas trop d'argent, vous perdez pas trop d'argent au cas où ça ne marche pas. Ensuite, comment je me fournis? Alors ça, c'est une question qui revient beaucoup, notamment à la boutique physique, parce qu'en fait, les gens confondent beaucoup les friperies vintage, les boutiques vintage avec des dépôts-ventes. Et en fait, ça n'a absolument rien à voir. Le fonctionnement n'est pas du tout le même. Alors oui, on vend tous les deux des vêtements de seconde main. Le dépôt-vente, ça marche avec des gens qui déposent leurs vêtements. La boutique prend une commission et verse le reste de l'argent à la personne qui a déposé ses vêtements. Je vous ai d'ailleurs rédigé un article sur le blog un peu plus détaillé si vous voulez aller le lire. Et la friperie, elle, se fournit, remplit sa boutique par ses propres moyens, chine elle-même, etc. Après, il y a plein de sortes de façons de se fournir. Moi, je suis une boutique vintage, donc je me fournis pièce par pièce, je sélectionne tout. Il y a des grosses boutiques vintage, des plus grosses enseignes qui achètent tout au ballot, qui ne choisissent pas. Ils reçoivent du stock, ils mettent en rayon, basta. Moi, je choisis tout pièce par pièce, je lave, je rapièce si besoin et je mets en rayon, je repasse, etc. On va dire que j'ai 3 manières de me fournir. J'ai des fournisseurs, pas des grossistes, mais c'est des fournisseurs de vêtements où en gros c'est des grands hangars et il y a des vêtements et tu prends ce que tu veux, et encore une fois c'est à la pièce, ils vendent pas de ballot. Ça me permet d'avoir beaucoup de choses d'un coup à moindre coût, et je suis sûre que c'est vintage, que ça a été trié avant, etc. Donc c'est des articles de bonne qualité, on va dire. Il y a pas de trous, pas de boutons manquants, ou alors ça arrive rarement parce que bah forcément quand on fait du tri, on n'est pas forcément à l'affût de tout, et ça il y a pas de souci, je comprends tout à fait. Mais les prix restent attractifs, donc c'est pas grave si je dois rapiécer un vêtement que j'ai payé quelques euros. Après sinon il y a aussi les ressourceries, il y en a certaines qui ouvrent aux professionnels, où là par exemple on peut acheter au kilo. Je le fais de moins en moins
loin parce qu'en fait les fois où j'y suis allée, c'est un peu loin de chez moi, c'est pas très rentable parce qu'il y a beaucoup de vêtements récents et moi je cherche vraiment que du vintage, donc ça me correspond pas forcément. Après, il y a les achats en ligne. Ça m'arrive quelquefois d'acheter sur Vinted. C'est un peu par période, mais j'aime bien acheter par exemple aux italiennes, aux portugaises. Par exemple, les Italiens, ils vendent beaucoup de trucs fabriqués en Italie, donc c'est chouette. Plus quand je veux des trucs hyper précis, par exemple, je veux des cardigans de ce genre-là, je veux savoir à peu près comment chercher, des foulards, enfin des pièces très précises que j'ai en tête et que j'ai envie d'avoir à la boutique. Généralement, ça va être des pièces un peu plus pointues parce que j'ai passé du temps à les chercher et des trucs que j'achète un peu plus cher à l'achat et que du coup vont être revendus un peu plus cher. Après, il y a tout ce qui est vide-grenier, Le Bon Coin, nanana, achat au particulier en général, on va dire. Ça représente une petite partie parce qu'en vrai, il n'y a pas des vide-greniers toute l'année. Généralement, il y a peu de choses sur les vide-greniers. En tout cas, j'en trouve beaucoup moins qu'avant, alors qu'à la base, je me fournissais que comme ça. Enfin, il y a tout ce qui va être Emmaüs, ressourcerie, etc. Ça m'arrive souvent. Par contre, en vêtements, je trouve très peu de choses. Ça va être plus pour être la vaisselle, de la déco. Après, j'ai quelques bonnes adresses d'Emmaüs, de ressourcerie. Et du coup, là, ouais, je vais trouver beaucoup de vaisselle, des trucs comme ça. J'achète pas non plus à outrance. Enfin, je vide pas les rayons d'Emmaüs. Quand il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, vous volez aux pauvres pour revendre plus cher. En fait, frère, t'as jamais été chez Emmaüs parce que vu la quantité de fringues qu'ils ont, c'est impressionnant. Moi, du coup, vu que j'ai eu accès à des centres de tri de ressourcerie, quand la nana qui gère le truc, elle me dit qu'elle reçoit plusieurs tonnes de vêtements par jour, croyez-moi bien que en fait c'est pas moi, ma petite personne, qui achète 10 vêtements qui va vous empêcher d'en acheter en fait. Ensuite, est-ce que j'arrive à en vivre? Alors, je dirais que oui. En soi, je me verse pas de salaire. Vu que j'ai des rentrées d'argent tout au long du mois, c'est compliqué pour me verser un salaire. Donc du coup, là, par exemple, en mars, le mois est pas fini, mais pour être transparente avec vous, je suis qu'à 1900 € de chiffre d'affaires. Donc c'est un chiffre d'affaires, c'est vraiment pas ce qu'il y a dans ma poche. Il y a tous les achats, genre la cire, les vêtements, il y a l'URSSAF, il y a les frais du site, etc. Enfin, j'ai beaucoup de frais. Là, par exemple, j'ai commencé le mois avec 50 balles sur mon compte et rien sur mon compte perso. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Mais je savais que le mois d'avant, j'avais fait des commandes en gros pour des boutiques et c'est paiement à 30 jours. Donc ça, c'est très chance que je suis payée 30 jours après que le colis ait été expédié, donc ça peut être très long. Surtout que là, par exemple, là j'ai un colis expédié pour une boutique en Suisse. Il m'en a commandé pour, je crois, 500 €. Mais en fait, j'aurai que dans 30 jours. Mais au moins, ce qui est cool, c'est que ça m'assure un peu d'argent pour le mois d'après. C'est ce qui s'est passé en mars. J'ai fait des commandes en février pour 2 boutiques. C'était à peu près 500 €. Donc je savais que genre le 10-11 mars, j'allais avoir cet argent-là. Et que ouais, le début du mois allait être compliqué, mais que je savais qu'après, j'avais de l'argent qui allait rentrer. Et qu'en plus, j'avais un événement physique à Nantes. Donc que potentiellement, j'allais avoir de l'argent. Donc je me suis pas trop inquiétée. Et par exemple, là, vous voyez, commande que j'ai envoyée. Elle m'a commandé, je crois, 60 ou 70 bougies, plus 30 allumettes, il me semble, enfin un truc comme ça. La boutique a dépensé 760 €. Moi, j'ai que 550 dans ma poche. La plateforme prend 25%, plus l'URSSAF va prendre un pourcentage dessus. Je sais plus c'est combien exactement. Et déjà, la boutique a moins 40 à moins 50% sur mes bougies vu que c'est une pro pour revendre. Imaginez en fait l'argent de ouf. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en vendant à des boutiques, par exemple les projets avec des marques comme j'ai fait avec Tinder et tout, en fait ça rend pas riche parce qu'en fait je vends au prix normal ou même moins cher vu que c'est des pros. Tout ça pour dire qu'en fait ouais, c'est bien peut-être qu'on achète les vêtements pas chers et qu'on les revend cher, mais en fait des fois les vêtements on les revend pas. En fait c'est ça qu'il faut se dire, c'est que nous on stocke les vêtements, et moi il y a des vêtements que des fois j'ai un stock pendant 3 ans et je finis par les mettre à 5 € et même à 5 € ça part pas, donc je les redonne justement à ces associations là. Et enfin, dernière question, si j'ouvre une boutique physique, est-ce essentiel d'avoir un site web? Pour moi, mon site c'est essentiel. En plus, j'ai commencé là-dessus. Avec que la boutique, financièrement, ça serait juste impossible. Encore une fois, si j'avais une boutique en plein centre-ville de Nantes, en plein centre-ville de Marseille, une grande ville, je pense que j'aurais pas besoin de site internet en plus pour vivre. Mais par exemple, si vous êtes dans une petite ville comme moi à Cholet, pour moi c'est essentiel parce que en plus, depuis que j'ai la boutique, comme je disais, je fais plus de ventes en ligne et du coup j'arrive à capter des gens qui sont loin et qui voient des trucs en boutique qui leur donnent envie et qui du coup veulent les recevoir. Donc pour moi c'est essentiel. Après, vous pouvez très bien juste avoir un compte Vinted ou un système qui fait que vous pouvez envoyer facilement les articles des gens qui vous suivent sur les réseaux et qui sont pas dans la même ville que votre boutique. Moi, je trouve que faire de l'envoi,
c'est très bien pour compléter aux ventes en boutique. Voilà pour cette petite FAQ qui est finalement une grosse FAQ. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera à comprendre un peu plus mon métier, un peu plus le quotidien d'une friperie. Je vais essayer de faire des weekly vlogs, des studio vlogs plus souvent. J'aimerais faire un weekly vlog par semaine, mais je suis pas sûre d'avoir le temps de monter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En tout cas, je vous souhaite plein de bisous. Merci de m'avoir écouté et ciao!